Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la Nouvelle Revue Politique. Aujourd'hui sera le sujet ô combien important de l'éducation et de la place de l'école dans notre société aujourd'hui. Je vous présente tout de suite mes deux invités. Donc à ma droite, Anne Coffinet. Bonjour Bonsoir, Anne, merci bonjour. pour l'invitation. Donc vous êtes ancienne diplomate, fondatrice de la Fondation Kairos, en entrepreneur social, et vous avez notamment récemment publié ce livre, Créer son école, le guide indispensable pour créer son école. Donc merci encore de l'invitation. Très heureux de vous accueillir ce soir. Et Joachim Le Floch Imad. Le Floch. Le Floch Imad. Non, vous aviez raison. Vous avez raison, autant pour moi, j'avais raison. Donc Joachim Le Floch Imad, donc vous êtes essayiste, professeur, vous êtes aussi un spécialiste de l'éducation et vous avez récemment publié Main basse sur l'éducation nationale aux éditions Le Cerf. Donc encore merci encore d'être venu. Merci à vous. Donc première question, pour faire un petit constat général, je commence avec vous, Anne. Quel est votre constat de l'école? Je sais que la question est très générale, mais justement, ça permettra de voir quelle est votre position et quelle différence il y aura avec Joachim. Donc, quelle est votre sensation sur l'école aujourd'hui? Quel constat, si vous deviez donner 2 à 3 constats importants sur les problèmes que peut avoir l'éducation nationale aujourd'hui? L'école est aujourd'hui dans une impasse. Depuis quelques années, le président de la République comme les ministres nomment cette impasse, disent qu'il y a un gros problème, qu'on a une crise majeure, ce qui est relativement nouveau. Par contre, on ne voit pas du tout arriver de réforme, absolument pas. Et le sujet de prendre à bras-le-corps la question éducative est un sujet qui n'intéresse pas les hommes politiques. Moi, j'en vois beaucoup, je les démarche tous à peu près, de la gauche à la droite. Et la plupart du temps, ils ne sont pas intéressés parce que ça nécessite du temps long et que la politique, c'est le temps court, parce que c'est compliqué, parce que c'est une sorte de bonne femme, si on peut me permettre l'expression. Et puis, ils ont le sentiment que de toute manière, une élection, ça ne se joue pas sur l'éducation, pour ceux qui visent la présidentielle en particulier. Voilà. Alors, c'est très compliqué d'arriver à les amener vraiment à s'intéresser au sujet. Et quand ils s'intéressent au sujet, certains se piquent d'avoir des idées vraiment sur l'école idéale. Mais en général, ils n'ont pas du tout idée des modalités pour réformer. Et de toute manière, il n'y a pas de pensée ouverte sur ce sujet parce que ça donnerait un tel avantage stratégique à l'adversaire que de donner ouvertement sa stratégie de réforme que personne ne s'y ose, ne s'y risque. Donc c'est très étrange parce qu'il y a pas mal de bouquins, où il y en a plutôt des milliers qui expliquent la nature de la crise. C'est même effrayant, hein, des rapports et des bouquins, enfin ça donne presque la nausée. Mais quand on rentre sur le que faire, c'est très pauvre, c'est du yak à faucon. Et les modalités exactes de réforme, alors là, il n'y a plus personne. Ce qui est intéressant dans le livre de Joachim, c'est qu'il y a une analyse au moins des points de blocage administratifs et politiques. Mais personne n'a intérêt à dire comment on s'y prend. Voilà. On va revenir sur les modalités, parce que je pense que vous n'avez pas du tout les mêmes modalités d'action sur l'école, du moins d'avoir quelques divergences. Donc je reviens sur le diagnostic, le constat. Quel constat faites-vous de l'école aujourd'hui? Très vaste question. Justement, ça permet de cibler. Je pense qu'on rappellera jamais assez qu'on avait une école que le monde entier enviait et voire imitait, et que cette école a subi un effondrement qu'on pourrait qualifier de protéiforme. Alors cet effondrement, évidemment, il n'est pas réductible à des statistiques, hein. C'est un retour sur expérience que n'importe quel enseignant pourra vous faire en vous racontant comment il a été sommé au fil des années d'abaisser ses exigences, comment un certain surplomb littéraire, historique, intellectuel, une culture de l'implicite s'est perdue chez ses élèves. Maintenant, si des statistiques existent et les chiffres, comme disait l'autre, sont têtus, effondrement d'abord du niveau moyen, il n'y a qu'à prendre les études internationales qu'on connaît de l'OCDE, l'enquête PISA, on a encore perdu 45 points dans le dernier volet, l'enquête Teams en mathématiques où on est entre le Monténégro et le Kazakhstan, alors qu'on avait une immense école en mathématiques auparavant. L'enquête Pearls en lecture, on est 16e sur 19 pays européens évalués, donc il y a un effondrement du niveau. Il y a un effondrement de l'autorité des maîtres, et je pense qu'on y reviendra plus tard. Et il y a un effondrement de l'école comme institution de la nation et comme institution de la République, puisqu'on ne rappellera jamais assez qu'il y avait un lien unique qui s'était tissé entre la nation et son école. Une nation qui a fait l'école à son image et qui s'en était servi comme d'un vecteur pour
pour affermir le sentiment d'appartenance, acculturer les Français à la République et perpétuer la France comme objet de désir dans le temps. Tout ça, c'est brisé. Les professeurs n'ont plus les moyens de leur mission, moyens matériels évidemment, mais tout n'est pas réductible aux moyens matériels. C'est aussi les moyens intellectuels, le fait qu'on ne traite plus nos enseignants comme des maîtres de leur discipline, comme des intellectuels, mais qu'on les traite comme des animateurs. Et c'est par ailleurs l'effondrement de l'autorité face à l'explosion des violences. On a encore eu une actualité macabre en ce sens cet après-midi, on y reviendra peut-être. Donc le constat de l'effondrement, il est là. Maintenant, je n'ai pas voulu, à travers cet ouvrage, Anne l'a dit, en rester à un simple constat. Je pense qu'il est très tard, mais qu'il n'est pas trop tard pour l'école, qu'il n'y a pas de fatalité à notre effondrement éducatif et qu'on peut mettre en œuvre des politiques de rupture qui porteront leurs fruits en France, comme elles ont pu porter dans certains pays autour de nous leurs fruits. Et quant à ce que vous disiez, je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'école n'est pas un objet qui intéresse les politiques. On a soit des gens qui sont dans le déni et l'idéologie, soit des discours à courte vue sur le thème, le niveau baisse, l'autorité s'effondre, mais ça va en réalité pas plus loin que ça, parce qu'il n'y a pas de culture du temps long. Et je pense que cette responsabilité, elle vaut pour les politiques de tous bords, disons, de gauche, évidemment. On pourra peut-être revenir sur quelques exemples historiques. Elle vaut aussi pour le centre et elle vaut pour la droite en particulier. Moi qui suis plutôt d'une culture, chevènementiste de droite, pour parler vite, je pense que la droite a longtemps refusé de mener la bataille culturelle, qu'elle a considéré que l'école, notamment l'école publique, c'était quelque chose pour les pauvres, que les enseignants, c'était une sorte de ramassis de gauchistes. Bon, je caricature, mais ça a été un peu ça la vision dominante. Il y avait l'idée par ailleurs que l'école, ça rapportait pas d'argent. Donc là, beaucoup de familles de droite ont éloigné leurs enfants de l'enseignement. Et la droite a une responsabilité immense dans tout un tas de réformes qui ont été conduites. Le collège unique, c'est la droite. C'est la droite qui, lorsqu'elle était au pouvoir, n'a pas supprimé les IUFM. C'est la droite qui a supprimé tout un tas de postes d'enseignants. C'était un ministre de droite, un ministre gaulliste, en l'occurrence perfide, qui avait parlé des profs comme des animateurs. Donc je pense qu'on gagnerait parfois à se remémorer ce bilan. Moi, je ne me définis pas, encore une fois, comme particulièrement de droite, mais je pense que beaucoup sont attachés à cette étiquette et gagneraient à faire leur examen de conscience. Il y a un point que j'aimerais bien relever dans ce que vous avez dit. Alors, je suis d'accord sur ce que vous dites, mais souvent, dans votre courant de pensée, et de manière générale, on insiste beaucoup sur le caractère d'institution de l'école. On dit l'école, c'était une institution. C'était au cœur du pacte républicain, c'était au cœur même de la République en général. Le creuset de la nation, etc. Et là, je pense qu'on a trop insisté sur ce caractère institutionnel de l'école et ça s'est retourné contre nous. Parce que, souvenez-vous, la grande période de gloire de la Troisième République, l'école des Hussards Noirs, etc., c'est une école ultra-patriotique, revancharde, militariste, anti-Bosch, donc, et très, très patriote. Ouais. Et donc, ça fonctionnait vraiment sur une idéologie très précise qu'on vomirait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une institution qui est très adaptée aux nouvelles, aux nouveaux idéaux politiques. C'est-à-dire, on a une école post-nationale, relativiste, qui préfère quasiment, qui a une grande tolérance, voire une préférence presque pour tout ce qui est transnational, post-national, mondialiste, à ce qui est national. Et donc, en fait, l'institution porte cette idéologie qui la tue. Alors que dans le passé, l'institution portait une idéologie qui l'a renforcée. Et si on était moins institutionnalisé, si on avait une approche moins institutionnelle de l'école, on subirait moins cette corrosivité de l'idéologie sur l'école. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que les idéologies qui dominent aujourd'hui au sein du ministère sont extrêmement nocives, mais elles sont tout à fait minoritaires dans le pays. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait de fatalité à ce que l'éducation nationale erre au gré de ces modes idéologiques-là. Je pense que demain, on pourrait tout à fait remettre, on va peut-être pas directement en venir aux préconisations, mais je pense qu'un ministre bien orienté pourrait remettre de l'ordre au sein de ce ministère, qui, il est vrai, s'est au fil des années autonomisé sur une ligne, diversitaire, multiculturaliste, progressiste, post-nationale. On est d'accord sur ce constat-là. Mais je pense qu'il n'y avait pas de fatalité à ça. Et pendant une centaine d'années, l'école, le ministère n'a pas du tout été sur cette orientation-là. Je pense que
le schisme, il a surtout eu lieu dans les 50 dernières années, et ça correspond à partir au moment où on met en œuvre le collège unique, où la gauche prend le pouvoir au niveau national à partir de 1980. Mais encore une fois, il n'y a pas de fatalité à ça, et je pense que c'est aussi que le politique a consenti à son effacement, a refusé de donner des idéaux régulateurs à ce ministère, a eu une vision extrêmement confuse de ce que devaient être les finalités de l'école. Ça, c'est sûr, et je pense qu'on y reviendra sur la question des finalités, mais il y a quand même des effets d'hystérèse, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour ça, je pense que, par exemple, à l'extrême droite, il s'illusionne complètement sur ce que pourrait être une réforme, en ce sens que vous ne changez pas l'état d'esprit des professeurs d'aujourd'hui. Donc là, on parlerait plus de culture. Aujourd'hui, ils ont une culture politique, ils ont une culture professionnelle qui est profondément ancrée en eux. Et en plus, cette culture, elle est fortement relayée par les syndicats, elle est fortement relayée et entretenue par exemple, la Ligue d'enseignement, qui est très puissante. Et elle est complètement relayée par l'État profond au sein du ministère de l'Éducation, qui, depuis au moins 30 ans, est exclusivement constitué par un spoil system de gauche. Parce que la droite ne place pas ces gens. Et en plus, comme vous le disiez très justement, grosso modo, la droite ne s'intéresse pas à l'éducation, sauf un petit peu au supérieur, au monde universitaire. Mais en dessous, elle ne s'y intéresse pas tellement. Donc elle n'a personne à placer. Et donc tous les cadres intermédiaires de ceux qui régulent l'éducation sont à gauche. Donc même quand on dit il n'y a pas de fatalité, je suis d'accord, moi je suis très volontariste d'une manière générale, en politique, il n'y a pas de fatalité, il y a surtout énormément de lâcheté et d'indifférence. Et on en crève. Mais quand même, il y a la réalité des profs. Et les profs, vous ne les changez pas comme ça. Mais moi, justement, j'accablerais pas le corps enseignant, encore plus dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. On parle quand même d'un corps enseignant paupérisé qui a perdu 25% de son pouvoir d'achat en 25 ans, désintellectualisé, j'en ai parlé. Victimes de plus en plus de violences, de contestations d'enseignement, d'immixtion dans l'école des familles. 30% des incidents graves en primaire, selon l'ADEPE, sont le fait des familles. Donc c'est un vrai problème là-dessus. Et en plus, des professeurs qui sont maltraités par une administration qui abandonne au quotidien ceux qui font vivre l'école en première ligne. Donc moi, je n'accablerais pas le corps enseignant compte tenu je l'accable pas. Mais vous dites avec le corps enseignant, on ne peut pas faire grand-chose. Non, je note simplement que politiquement, si vous voulez, pour réinstitutionnaliser ou redonner une école qui aurait un rapport très exigeant, très transmissif, un petit peu old school, entre guillemets, à l'enseignement. Ça me paraît assez je pense que c'est illusoire, possible à corps enseignant constant. Pourquoi ? Je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit sur l'État. Dans l'État, j'ai moi-même fait des constats assez proches dans mon ouvrage, mais je fais une vraie distinction entre ce que je nomme l'État profond et le corps enseignant qui est beaucoup plus divers, beaucoup plus complexe, beaucoup plus hétérogène que ce que certains voudraient bien croire. Je rappelle par exemple dans mon ouvrage qu'il y a 20% des professeurs qui votent pour le Rassemblement national aujourd'hui, alors qu'on n'était qu'à 3% en fait, ils sont essentiellement en 2012. L'enseignement professionnel. Il n'y a pas que le Rassemblement national par ailleurs, on pourrait ajouter d'autres partis de droite. Énormément de professeurs ont ouvert les yeux aussi ces dernières années au fil des tragédies qu'a subi l'institution, sur la question du pas de vague, etc. Le taux de syndicalisation, c'est surtout au niveau des syndicats qu'il y a les modes idéologiques progressistes, libertaires que vous décrivez. Le taux de syndicalisation, il s'est effondré. Il n'y a que 30% un taux de syndicalisation de 30%. Mais oui, mais parce qu'on entend que, mais on entend que les syndicats. Encore une fois, le politique est extrêmement complaisant, lâche face à eux. Mais on n'entend pas les monsieur tout le monde de l'éducation nationale. Et je pense qu'encore une fois, qu'il y a 75-80% des professeurs qui ne demandent rien d'autre qu'à bien faire leur travail, avec si possible un peu plus de moyens, un peu plus de soutien de la société. Seulement 4% des enseignants français se sentent valorisés par la société selon les chiffres de l'OCDE. Quand est-ce qu'on écoute ces gens-là ? Quand est-ce qu'on les respecte ? Quand est-ce qu'on les considère ? Quand est-ce qu'on les revalorise ? Je pense que le jour où on aura fait ça, on aura déjà résolu une partie du problème. Même si évidemment ça ne suffit pas. Je tiens vraiment à souligner le fait que je ne suis pas du tout en train de les accabler, ni de considérer qu'ils sont trop payés, ou pas du tout. Oui, je considère qu'ils ne sont pas du tout assez payés. Moi, je doublerais carrément. Je pense qu'on les a prolétarisés, infantilisés, écrasés sous un sentiment d'impuissance et d'excès de paperasse et d'excès surtout de manque de soutien. On le voit, c'est emblématique dans l'affaire Paty, mais combien de micro-affaires Paty on vit tous les jours ? C'est la face émergée de l'iceberg. Donc là-dessus, je suis tout à fait alignée. C'est vraiment sur la capacité à faire du neuf avec de l'ancien. Et je trouve que ça fait vraiment partie des difficultés parce qu'il y a une culture. On s'habitue aux choses. On s'habitue à la manière dont fonctionne l'éducation nationale aujourd'hui. C'est très difficile d'un coup
de transformer des professeurs qui ont quand même, ne serait-ce qu'une tenue vestimentaire. Je vois votre tenue vestimentaire à vous, elle n'est pas du tout typique du professeur de collège public. Reconnaissez-le. Oui, je suis d'accord. Voilà. Alors, c'est aussi ça, se tenir. Oui, bien sûr. Ils ont Mais oublié ça. ils ont plus conscience, pour certains d'entre eux, d'appartenir à un corps. Et je pense que cette idée de corps, elle était centrale dans l'école de la Troisième République dont on parlait tout à l'heure. En fait, il y avait une sorte l'école assurait une sorte de fonction de mission de sacré de substitution. Quand on lit Charles Péguy, on voit bien qu'il y a une métaphysique alternative patriote, en effet, que l'école de la République propose. Et d'ailleurs, à l'époque, on n'opposait pas la République à la France comme on le fait de manière hyper caricaturale aujourd'hui. Je pense que si on veut aussi comprendre comment on en est arrivé là, il faut avoir à l'esprit les grandes lames de fond idéologiques qui ont travaillé le mammouth depuis une cinquantaine d'années. J'en décris 3 dans l'ouvrage, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je pense que la première, c'est évidemment ce qu'on appelle très vite, peut-être un peu trop vite, mais le pédagogisme, c'est-à-dire 2 choses selon moi. D'abord, l'idée au tournant du XXe siècle qu'on a voulu faire de l'école une sorte de contre-société libertaire. C'était le mot du pédagogue Roger Cousinet qui disait il faut que l'enseignant cesse d'enseigner pour que l'élève commence à apprendre. Donc ça, c'était la première lame de fond qui naît à partir d'une lecture de Rousseau, assez mal digérée selon moi, mais bon, c'est un autre débat assez technique. Et la deuxième idée inhérente au pédagogisme, c'est le fait que les méthodes d'enseignement primeraient les contenus de savoir eux-mêmes. Et ça, c'est une lame de fond qu'on a retrouvée depuis une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, au cœur de toutes les réformes. La réforme de Jospin en 1989 qui met l'élève au centre, tout ça, ça joue un rôle extrêmement néfaste. Ça contribue à casser la dissymétrie enseignant-enseigné qui était au cœur du projet pédagogique. On va pas faire des longues digressions d'étymologie latine, mais si on prend le maître, le magister, magis, il a quelque chose en plus. Voilà, il est plus avancé que son élève sur le chemin sur lequel les deux se trouvent. Donc ça, c'est la première lame de fond. La deuxième lame de fond, c'est tout ce que j'appelle le New Public Management, le fait, on ne sera peut-être pas d'accord là-dessus, mais qu'on a cassé l'école comme institution pour en faire un prestataire de service avec un vocabulaire qui a totalement tué ce qu'était l'école de la Troisième République. L'idée qu'il y aurait des compétences à transmettre. Entrepreneurial, un peu qu'il oui, y avoir dans l'école. Exactement. Oui, et qui a été aussi impulsé par les grandes organisations internationales face auxquelles nous nous sommes couchés. Et la troisième lame de fond... la dérive utilitariste plus que la logique managériale. Parce que je sais que les deux peuvent aller de pair, je pense. Oui, mais parce que les managers s'en foutent du savoir. Elle est quand même très très faible. Hein. Ouais. Faut quand même et juste la troisième lame de fond, je pense qu'on sera d'accord, Anne-Coffini et moi là-dessus, c'est l'égalitarisme. Le fait qu'on s'acharne, notamment depuis la publication des ouvrages de Bourdieu et Passeron, mais bon, ça va bien au-delà de ces deux auteurs, on s'acharne dans l'éducation nationale à détruire le peu qui tient encore debout. Plutôt que de défendre une école de l'excellence pour tous, on préfère répartir l'échec. Plutôt que de promouvoir l'excellence, notamment pour les plus humbles, pour les classes populaires, celles qui n'ont que l'école pour réussir, on préfère défavoriser les favorisés. D'où le passage d'une logique d'égalité républicaine des chances à une logique égalitariste d'égalité des résultats. On le voit année après année, le redoublement qui a été réduit à la portion congrue, les notes qui ont quasiment disparu, les consignes toujours plus laxistes qui sont données par l'institution, toutes les options dites élitistes qui sont détricotées. On pourrait multiplier les exemples, mais je pense que ces 3 lames de fond là ont vraiment accompagné l'effondrement de l'école ces 50 dernières années. Maintenant, j'ai l'espoir qu'on est en train de changer de cycle et que beaucoup de gens dans la société française, mais aussi dans l'éducation nationale, ont ouvert les yeux sur ce qui s'était passé. Maintenant, reste à mettre en œuvre des politiques de rupture et c'est ça que j'appelle de mes voeux dans l'ouvrage. Alors, on va revenir sur les 3 points, pédagogisme, New Public Management et utilitarisme. Et égalitarisme. Et ensuite, on reviendra sur les modalités dont vous évoquiez alors, tout à l'heure. Vous avez peut-être d'autres lames de fond en tête. Peut-être pas beaucoup, parce que je suis quand même tout à fait d'accord. Oui. Peut-être enfoncer certains clous un peu plus, en ce sens que l'égalitarisme, bien sûr, mais l'égalitarisme, en fait, il a conduit aussi à casser la méritocratie. Ça, vous ne l'avez pas redit, mais vous pensez je suis aussi. d'accord. En ce sens qu'avant, on se préoccupait de repérer les plus capables pour les faire monter. Et cette perspective-là est devenue tout à fait malvenue. L'idée, c'est de faire monter tout le monde ou personne.
Et on le voit notamment, vous avez une disparition des bourses au mérite. Oui, c'est vrai. Vous avez une haine quasi incompréhensible pour les prépas. Alors que c'est gratuit, que ça permet au contraire de faire monter plein de gens qui sont perdus à la fac tout seuls. Donc on voit bien que si on ne peut pas sauver tout le monde, il vaut mieux sauver personne. Et ça, cette idée-là, c'était pas du tout une idée qui traversait... On tire tout le monde vers le bas, finalement. Oui, par conséquence. C'est pas qu'on veut tirer tout le monde vers le bas, évidemment. C'est qu'on supporte pas de sauver tout le monde et que donc, si on peut pas sauver tout le monde, autant ne pas avantager certains. C'est quand même une culture un peu étrange, mais elle est vraiment à l'œuvre. Comment a été instaurée justement cette culture étrange? Parce que normalement l'école, ça devrait être le lieu de l'émancipation, de transmission des savoirs. Donc pourquoi finalement on en est venu à cet égalitarisme? Qu'est-ce qui a été le switch politique? Il y a bien une politique publique, quelqu'un qui l'a impulsé? La politique publique la plus représentative de ce courant-là, c'est le passage au collège unique avec la loi Abi, donc au milieu des années 1970. Ça correspond aussi à une certaine phase de mutation du capitalisme en France, de tertiarisation de l'économie. Mais il y a eu l'idée qu'il fallait emmener toute une cohorte d'élèves dans des études le plus longtemps possible, jusqu'à l'université. Peut-être qu'on reviendra sur la massification universitaire, qui est un vrai problème selon moi et qui prépare le chaos qui vient, pour reprendre l'expression de Peter Turchin. Mais oui, avec la loi Abi, on a eu des classes qui sont devenues du jour au lendemain de plus en plus hétérogènes, avec cette injonction qui a été faite aux professeurs d'abaisser les exigences pour ne perdre personne en route. Et tout ça, ça a été théorisé. Si vous prenez tout un tas de sociologues organiques de l'éducation nationale, je cite François Dubay là-dessus dans mon livre, qui disait, encore dans les années 2000, très tard, qui disait qu'il ne supportait pas l'idée que certains élèves puissent avoir plus de culture commune que d'autres. Voilà, c'est la vieille logique totalitaire, révolutionnaire de couper toutes les têtes qui dépassent, sauf que comme le disait Solzhenitsyn, lorsqu'on coupe toutes les têtes qui dépassent, à la fin il ne reste plus que des nains. Et je crois que c'est malheureusement ce à quoi on aboutit dans l'école depuis plusieurs décennies, au prix de conséquences dramatiques pour les élèves comme pour la nation. Il y a un élément complémentaire aussi. Je pense que la théorie qui a eu un immense succès de Bourdieu et Passeron a eu des conséquences dramatiques, notamment parce qu'en France, on a du mal à comprendre que les élites sont multiples, les intelligences sont multiples, les succès sociaux sont multiples. On a une sorte d'intellectualisme de col blanc. Et donc, par exemple, quand on parle de l'ascenseur social, ou le fait de casser la reproduction sociale, on a vraiment l'impression que quand le petit paysan corrézien devient employé des postes et ensuite instituteur ou directeur d'école, c'est une ascension formidable. Dans d'autres pays, on ne trouverait pas ça une ascension formidable, parce que ce qui ferait la valeur, ça serait avant tout l'indépendance, le choix entre guillemets, de la liberté qu'on a de l'occupation de son temps, l'indépendance dans le choix des moyens qu'on développe dans son travail, etc. On ne verrait pas de quoi s'extasier de passer de paysan au cul des vaches, comme on disait, à technocrate ou petit employé de la Poste. Et en France, on trouve ça fantastique. On a quand même un vrai problème avec la variété des élites, qu'on ne trouve pas du tout en Allemagne ou ailleurs. Et donc, il y a cette idée que c'est insupportable, par exemple, que les enfants d'ouvriers ou les enfants issus de l'immigration s'orientent vers la voie professionnelle. C'est quelque chose d'atroce. C'est une trahison du pacte républicain. Mais pourquoi donc? Ce qui est atroce, c'est de dégrader la partie théorique de la formation professionnelle. De faire en sorte que ça soit terrible, ces établissements, pour la plupart du cas. Ça, c'est une trahison lamentable. Et par contre, cette diversification des voies et même une certaine reproduction, personne ne trouve qu'il y a un scandale lorsque un fils ou une fille d'acteur du cinéma devient lui-même acteur au cinéma. On ne trouve pas ça dramatique, on ne se roule pas par terre en disant qu'il faudrait qu'il soit plombier. Bon, si le fils de pompier veut devenir plombier, est-ce que c'est grave? C'est pas si grave que ça. Je veux dire, c'est plutôt la logique de la vie. Et là-dessus, c'est très français. Il y a une espèce d'intellectualisme et d'étatisme qui font qu'on a voulu absolument tirer à toute force tout le monde vers une espèce de voie commune et qui a conduit au collège unique, etc. Une forme d'homogénéisation, finalement. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est qu'il y a une idée absurdissime, mais qui règne dans une grande confusion intellectuelle autour de cette notion d'égalité des chances. On a voulu croire, et personne n'y croit d'ailleurs, c'est ça qui est très étrange, que
pour obtenir une sorte d'égalité des chances, il fallait mettre tout le monde dans le même bain, tout le monde dans la même structure, donc tout le monde dans le même collège unique. Mais depuis quand on obtient le même résultat à la sortie en mettant tout le monde dans la même chose? Par définition, les inégalités de départ jouent à plein. Si vous n'avez pas le moyen de, entre guillemets, les compenser ou les accompagner, par définition, à la sortie, vous aurez encore plus d'inégalités. On n'a jamais eu autant d'inégalités qu'aujourd'hui, alors que toutes les réformes sont motivées par la lutte contre ces mêmes inégalités. Depuis à peu près, on va dire, 15 ans, dans tous les programmes de tous les hommes politiques, il y a égalité des chances. L'école et l'égalité des chances. Même le choc des savoirs. Voilà, l'égalité des chances. On dirait que c'est l'objectif numéro 1 de l'école. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr qu'il faut que ça soit un outil de justice. Parce qu'une société ne peut pas supporter que quelqu'un de capable ne puisse pas utiliser ses capacités pour monter. Et puis une société a besoin de renouveler ses élites, ce qu'on ne fait pas du tout. Bien sûr, mais au nom de quoi il y aurait une sorte d'égalité des chances? Qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve que notre obligation collective, c'est que chaque enfant puisse aller au bout de son potentiel. C'est déjà énorme. Et ça, on en est très très loin. Donc là, on voit bien qu'on a un souci là-dessus. On a vraiment un souci de perception. Et comme on met tout le monde dans la même case, on a encore moins à la sortie une véritable égalité des chances. Deux remarques là-dessus, je suis d'accord. La première, et je le dis en tant que quelqu'un qui vient plutôt d'une culture républicaniste de gauche. Je sais que le mot républicain est un peu dévoyé aujourd'hui, tout le monde met n'importe quoi derrière, mais moi je vois concrètement ce que ça veut dire historiquement, philosophiquement. Le républicanisme, historiquement, ça a été porté par des gens qui croyaient profondément au mérite. Si on relit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est très clair. Tous les grands penseurs de la République, Jules Barni, que je cite dans mon ouvrage, qui disait « l'amour de l'égalité n'implique pas la haine de la supériorité ». La gauche a toujours défendu le mérite et les classes populaires ont toujours été les premières bénéficiaires. Encore une fois, ces mêmes personnes qui n'ont que l'école pour s'élever intellectuellement et moralement. Donc il y a eu un reniement terrible de la gauche qui correspond au moment d'ailleurs où elle est passée du social au social dans les années 80 pour schématiser un peu. Et la deuxième remarque que je voulais faire, vous parliez, Anne Coffini, de l'Allemagne, c'est très intéressant. En Allemagne, comme en Suisse, ils n'ont pas le collège unique. Et c'est là qu'on voit que le premier problème, il est d'abord politique. Il tient des mauvais choix qui ont été faits. Et en effet, on a dévalorisé les métiers de la main en France avec des conséquences économiques, mais effroyables pour la nation. En plus d'avoir des conséquences pour les individus qu'on envoie à l'abattoir, puisqu'en envoyant tout le monde dans l'enseignement supérieur, forcément derrière, on a un taux de chômage de la jeunesse, un taux d'activité de la jeunesse beaucoup plus faible que nos voisins. L'âge moyen du premier emploi en France, c'est 27 ans. En Allemagne, c'est 23 ans. Donc forcément, derrière, ça a des conséquences en matière de croissance, en matière d'innovation, en matière de gain de productivité, en matière de pouvoir d'achat. Et je pense, et je le propose dans l'ouvrage, qu'il faut, et ça aussi c'est un slogan, mais bon, j'espère avoir donné quelques politiques publiques un peu concrètes derrière, mais il faut une vraie politique de revalorisation de la voie technique. Et force est de constater que la voie technique est devenue le parent pauvre de notre système éducatif. Et je crois que la gauche a largement accompagné ce mouvement, et je le regrette. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Chevènement, quand il avait lancé le bac professionnel, c'était certainement pas pour en faire ce que le bac pro est devenu aujourd'hui. Je vais aller dans votre sens, et puis on va tout de suite entamer la question des modalités. Justement, les modalités et finalités, mais pour appuyer ce que vous dites, c'est vrai que mes souvenirs que j'ai du lycée, les personnes qui étaient en bac professionnel, quelque part, c'était des personnes, on disait, un petit peu perdues. Toute personne normalement constituée devait aller en bac général. Et finalement, on a cassé plusieurs personnes qui n'avaient pas forcément les compétences pour être en bac général. Et une fois retrouvés dans le supérieur, ils se sont retrouvés brisés parce qu'ils ne pouvaient pas être à la fac ou dans des grandes écoles. Ils étaient dans des filières qu'ils ne pouvaient pas assumer. Et on a brisé plein de générations comme ça. Et on retrouve cette dynamique de l'école dans le supérieur. Donc, maintenant, je vais insister sur les modalités. Vous avez évoqué ce terme-là. Est-ce que vous voulez en dire plus sur les modalités et la finalité, finalement? Quelles solutions on pourra apporter? Quelle est votre perspective à vous sur cette problématique et ce que vous aimeriez apporter? Alors, juste avant de parler des modalités, sur les forces de changement, sur quoi on peut s'appuyer, il y a un point qui me paraît très important, c'est que on s'effraie souvent du séparatisme. On dit qu'il y a un séparatisme à l'œuvre, notamment on parle de ça dans les écoles dont je m'occupe, les écoles indépendantes. Mais moi, le premier séparatisme que je vois, qui est au cœur de l'absence d'évolution qui est la nôtre, c'est le séparatisme des élites. Les élites ne poussent absolument pas à réformer l'école, parce qu'elles ne sont pas concernées par l'école. Et pourquoi? Parce qu'elles mettent leurs enfants dans les écoles qui marchent encore. Alors, les quelques écoles publiques qui marchent encore, grâce à des options et des différents stratagèmes.
les écoles privées hors contrat qui marchent encore, pas toutes mais certaines, les écoles hors contrat, les écoles sous contrat, et maintenant de plus en plus l'étranger, bien sûr. L'étranger de plus en plus tôt, parfois dès le primaire. Dès le primaire, au moins une année. Hein, on part en boarding school anglaise, etc. Donc ces élites-là, elles se sont désolidarisées du destin du peuple, d'une manière qui me paraît invraisemblablement choquante. Et elles se sont même désolidarisées largement du destin de la France. Et je vois ça à l'essor prodigieux des cursus internationaux et des cursus bilingues. C'est-à-dire qu'en fait, les élites françaises se préparent à pouvoir quitter la France et préparent leurs enfants à pouvoir quitter la France. Donc la pression pour changer le système, elle est faible. Et c'est très court-termiste parce que, évidemment, ce qui fait une nation, c'est l'ensemble du capital éducatif humain de la nation, et pas juste d'une petite minorité. Et donc, s'ils ne veulent pas vivre avec un océan de gens sous-développés, sous-éduqués et barbarisés par l'absence de formation, il faudrait quand même qu'ils s'intéressent à l'école publique. Et donc ça, je voulais dire ça parce que j'en ai marre d'entendre parler du séparatisme, à mon avis, mal à propos. Voilà. Alors ensuite, sur les modalités de réforme, il y a beaucoup de conditions à entasser pour qu'on arrive à réformer quelque chose. La première chose, c'est qu'il faut une énorme volonté présidentielle qu'on n'a jamais vue. C'est-à-dire qu'il faut que le président dise, il va y avoir des gens dans la rue, il va y avoir des grèves, c'est pas grave. On ne lâchera pas, vous pouvez compter sur moi, ça va durer 1 an, ça dure 1 an, ça dure 2 ans, ça dure 2 ans. Donc, rapport de force. Il faut être prêt au rapport de force. Il faut avoir compris que c'est vital pour notre pays. Je ne sais pas si sur cette terre, il y a un président potentiel qui serait comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait essayer de trouver un moyen pour qu'on arrête de détricoter. Ça, vous l'expliquez bien dans votre livre. On n'arrête pas de détricoter. On détricote. Donc, en fait, on n'arrive rien à faire parce qu'on n'a pas de cap. Donc, il faudrait faire un petit peu comme on avait fait au niveau du Conseil national de la résistance. Il faudrait faire un cap pour la rénovation de notre école et s'obliger, peut-être comme une loi de programmation, comme ça, s'obliger sur 10 ans à le tenir et être absolument pas avoir le droit de changer de cap, parce que sinon on n'arrivera à rien. Ça, on a un vrai souci pour le coup d'élaboration de la loi, etc. Deuxième chose. Ensuite, il me semble que on a aujourd'hui un choc majeur, et ça je ne l'ai pas vu tellement traité dans votre livre, sauf si j'ai raté des parties, ce qui est possible. On a un choc majeur, énorme, phénoménal qui s'abat sur nous, c'est l'intelligence artificielle. Ah, j'ai un sous-chapitre entier dessus. D'accord, mais je crois qu'il va falloir faire la moitié du bouquin sur le prochain bouquin dessus. Et ça change tout, mais tout. Donc, ce choc-là est de telle nature que peut-être ça peut aussi nous donner l'occasion de rebattre les cartes, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer de la même manière, clairement. Et ce que ça change pour moi, ça change plein de choses. C'est-à-dire qu'on a pensé notre système éducatif avec des dichotomies très classiques, formation initiale, formation continue, formation individuelle, formation collective, formation présentielle, formation distancielle, formation plutôt généraliste, plutôt spécialisée, etc. Formation diplômante, formation pas diplômante. Bon, toutes ces distinctions classiques, en fait, elles sont en train de disparaître. De la même manière, à l'heure d'intelligence artificielle, on va devoir faire du sur-mesure, on va devoir faire des solutions pour que les élèves puissent faire pas tellement quelque chose à la carte, mais en tout cas quelque chose qu'ils puissent piloter eux-mêmes et surtout tout au long de leur vie. Donc toute la dimension classique de l'école, un lieu, un espace, enfin un lieu, une temporalité précise, de telle heure à telle heure, de tel âge à tel âge, c'est dépassé complètement. Donc ça nous crée un contexte qui fait que on peut toujours rêver de restaurer une école des années 50, mais de toute manière, on est ailleurs, on est dans un autre monde. Ça, il faut vraiment le penser. Et puis, notre société a profondément changé. À défaut d'être multiculturaliste, qu'on n'est quand même pas en France, on est tous d'un coup soudainement attachés à nos singularités, alors qu'à la grande époque de l'école publique, tout le monde était collectivement prêt à dire « il faut qu'on rentre dans le moule ». Et si on n'est pas bon, on ne va pas à l'école. Puis on fait partie de ceux qui ne sont pas bons à l'école et puis qui ne font pas d'études. Là, maintenant, c'est plus du tout la même logique. On voudrait que l'école corresponde à nos potentialités et nous permette à chacun de donner notre meilleur sans forcément se plier à un cadre commun. Et c'est une tendance qui s'est beaucoup développée aussi parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas tant que ça des gens dociles,
mais aussi des gens capables de penser, comme on dit maintenant, out of the box, d'être créatifs, de casser les codes, etc. Donc, à mon sens, ça plaide pas tellement en faveur de la restauration d'une structure unique, quasi militaire, où on mettrait tout le monde et on essaierait de ressortir du sol. C'est un peu ce qui nous est vendu politiquement, d'ailleurs, dans le programme aujourd'hui. Ça, je pense que c'est désuet, utopique, à la fois parce qu'on n'a pas assez de professeurs avec cet état d'esprit pour pouvoir remonter quelque chose dans cet état d'esprit. La plupart des élèves sont plus prêts à ça, ne serait-ce que parce qu'ils sont tellement déconstruits par l'usage des réseaux sociaux, du numérique, etc., qui ne supportent plus le côté très linéaire, très long, très progressif du système éducatif. Donc je pense qu'ils ont besoin de le piloter beaucoup plus eux-mêmes pour pouvoir le supporter. Et puis, il y a l'intelligence artificielle qui fait que de toute manière, on peut faire tellement de choses beaucoup, beaucoup mieux. Par exemple, vous prenez l'apprentissage des langues. Je ne sais pas dans combien d'années il y aura plus de cours de langue classique, mais je pense que ça nous pend au nez très rapidement. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Enfin, je ne dis pas que ça n'a aucun sens de les apprendre, mais ça n'a aucun sens de continuer à faire le cours tel qu'on les connaît. C'est-à-dire même en demi-groupe. Un professeur devant 15 personnes qui fait répéter vaguement des choses. Ça n'a aucun sens. Il vaut mieux travailler 1 heure avec une intelligence artificielle et ensuite travailler avec un professeur par petit groupe, 10 minutes, personnellement sur telle ou telle difficulté, que de continuer à travailler comme ça. Donc on a un système dont on a hérité qui repose largement sur des conceptions 19e d'une école caserne, d'une école usine, avec, j'ai envie de dire, des cohortes égales, des tranches d'heures égales, de la maternelle au bac quasiment, avec des journées de même longueur, des heures de même longueur, des volumes d'élèves par classe de même taille, quelle que soit la matière, quelle que soit la maturité. Aucune espèce d'exploration du risque et de participation à la responsabilité dans la structure éducative. Ça aussi, c'est très français. Moi, j'ai vécu longtemps en Grande-Bretagne. C'est pas du tout comme ça. En Grande-Bretagne, les enfants expérimentent une mini-société qui est l'école. Et dans cette mini-société, ils vont avoir tout un cursus au neuroom de responsabilité. Donc, ils vont avoir progressivement des responsabilités. Ah, mais ça n'a rien à voir. Et donc, que ce soit au niveau, à tous les niveaux d'ailleurs. Et donc, cette logique-là, on a d'une part une espèce de manière de refuser de voir la croissance et le désir de responsabilité et la croissance de l'enfant qui, par ailleurs, si on regarde un peu les décalages, ça paraît phénoménal. On a d'un côté des enfants qui de plus en plus ont des relations sexuelles très précoces. Et en même temps, il faut qu'ils lèvent la main et qu'ils soient accompagnés pour aller aux toilettes. Si vous voulez, il y a un moment où ça fait syntaxe-erreur complètement. Il y a un moment où il faut qu'on fasse un véritable choix et qu'on se dise quel type de jeunesse on veut avoir. Est-ce qu'on peut leur donner un peu plus de responsabilité? Et par ailleurs, est-ce qu'on peut continuer en France à avoir une culture de l'école aussi peu tournée vers la prise d'initiative, la prise de risque, l'intelligence collective, la recherche de la vérité? La dimension sapientielle, par exemple, de l'école a complètement disparu. On ne cherche pas la vérité, on ne cherche pas la sagesse. On est dans une logique, on ne croit plus que quelque chose soit atteignable et qui puisse susciter une recherche passionnée et ensuite un mode de vie et une sagesse de vie. Plus du tout. Donc en fait, il n'y a plus de sens. Il n'y a plus tellement de collectifs. Avec à la fois le numérique et l'intelligence artificielle, il n'y a plus beaucoup d'intérêt à être collectivement dans le même espace. Donc tout ça, ça plaide quand même pour non pas une atomisation, mais faire le choix de modèles d'école qui permettent de développer et d'expérimenter des manières d'enseigner très différentes. Je ne pense pas qu'on va arriver, par exemple, à intégrer le choc de l'intelligence artificielle tout de suite de la bonne manière, en faisant virer 12 millions d'élèves au même rythme et 1,5 million de profs au même rythme pour digérer le choc inouï qu'est l'intelligence artificielle. Je pense qu'il va falloir essayer 50 techniques différentes, qu'on va se planter, qu'il va falloir essayer plein de choses, que de toute manière ça va muter en permanence, donc il va falloir bouger très vite. Or l'État ne sait pas bouger vite, c'est la caractéristique de l'État. Donc tout ça, ça nécessite un changement de logiciel et même de paradigme qui donne vraiment le tournis. Donc la question c'est ce type de morcellement des réponses, c'est pas un séparatisme, c'est pas un privatisme, c'est pas
une renonciation au commun, c'est pas le fait de tourner le dos à la nation, pas du tout. Parce qu'après, il y a la question des contenus, la question de ce qu'on apprend. Quelle philosophie, quelle histoire, quelle littérature, quel amour de son pays, quelle recherche de vérité on peut avoir ou pas. Donc, on confond beaucoup en France les cadres structurels et les contenus. Donc on veut absolument avoir un cadre structurel unique, mais avec un contenu complètement post-national et relativiste. Moi, je préfère avoir une variété de cadres pour pouvoir chercher plus rapidement, expérimenter plus rapidement, notamment par rapport au choc de l'IA, mais aussi par rapport à la variété des besoins des enfants et des aspirations des enfants, mais en essayant de valoriser au maximum, et ça peut être le rôle de l'État, des contenus solides et qui ne soient pas des contenus qui sapent même les fondamentaux de l'apprentissage. Parce que si vous ne croyez plus à la vérité, si vous ne croyez pas à la sagesse, si vous ne croyez pas à la nécessité de faire société, je ne vois pas pourquoi vous allez apprendre quelque chose et l'apprendre ensemble. Voilà, c'était pas forcément très clair mon propos, mais je voyais Joachim qui piaffait en face. Non, je suis d'accord sur un certain nombre de points, d'autres me laissent plus perplexe, mais je vais plutôt exposer ma propre thèse. Il y a évidemment des politiques publiques de rupture à mettre en œuvre pour remettre de l'exigence intellectuelle dans notre école qui en manque cruellement, pour remettre de l'autorité dans notre école, mais aussi pour remettre de l'humanité, notamment pour mieux accompagner des personnels éducatifs, on ne le dira jamais assez, en grande détresse. Maintenant, pour que ces politiques publiques soient mises en œuvre, je pense qu'il faut qu'un sursaut politique ait lieu. Il faut retrouver, vous en avez parlé, le sens du temps long. Et surtout, il faut retrouver une vision claire de ce que doivent être les finalités de l'école. Et ça, on n'en débat pas suffisamment. Je trouve, encore une fois, le débat public d'une pauvreté affligeante sur ce sujet. J'espère que ce ne sera pas la même chose en 2027, mais à ce stade, permettez-moi d'être un peu sceptique. Et enfin, pour impulser les transformations que j'appelle de mes voeux, sur lesquelles, encore une fois, on ne sera peut-être pas tout à fait d'accord, mais si on veut se donner une chance d'inverser les tendances en cours, il faut que le politique redevienne dans son rôle de politique, c'est-à-dire fixe un cap qu'il tienne contre vents et marées, malgré les difficultés qui inévitablement auront lieu, parce qu'on est tombé dans un tel abîme qu'en effet, si on veut en sortir, il va falloir assumer un jour ou l'autre de faire des vagues. Et ça va demander beaucoup de courage, ça va demander beaucoup de méthode, et ça va aussi demander une capacité à reprendre la main sur une technostructure qui est extrêmement rétive au changement, qui est gangrénée par les modes idéologiques qu'on décrivait tout à l'heure, et qui est plus autonome et plus puissante que jamais. Et j'ai essayé à travers cet ouvrage, et je pense que peu de gens l'avaient fait auparavant, de poser cette question de l'impuissance publique et politique appliquée à l'école, de voir comment est-ce qu'au fil des décennies, le politique était devenu un contre-pouvoir parmi d'autres, alors qu'auparavant il était le pouvoir, comment il s'est résigné à n'être qu'un communicant, qu'un figurant. Et je pense que si on veut demain qu'un politique bien orienté, valeureux, courageux, reprenne la main sur ces technostructures, alors il faut plusieurs choses. Il faut d'abord, et je le dis sans être ultralibéral, milléiste ou je ne sais quoi, mais il faut en effet un coup de tronçonneuse dans la bureaucratie. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Et moi, je ne suis pas du tout partisan de ce que fait Milei en Argentine, en nommant par exemple un ministre du capital humain. C'est une notion qui m'horrifie. Mais je pense en effet que l'éducation nationale est beaucoup trop bureaucratisée. Il y a 20% de la dépense totale qui va des personnels administratifs, 340 000 au total. Bon, je sais que ça inclut les AESH et que c'est un peu plus complexe que ça, mais tout de même, il y a un vrai problème. On bat tous les records en Europe et dans l'OCDE de ce point de vue-là. Donc je pense qu'il y a tout un tas d'emplois semi-fictifs en administration centrale qu'on pourrait supprimer. Des comités théodules, je ne vois pas trop à quoi sert. Par exemple, le conseil d'évaluation de l'école, le conseil supérieur des programmes, le conseil scientifique de l'éducation nationale créé sous Jean-Michel Blanquer. Tout ça, je pense que ça n'a plus beaucoup de raison d'être aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi beaucoup trop de gens dans les rectorats et qu'il faut remettre les moyens là où ils sont nécessaires, c'est-à-dire sur le terrain, devant les élèves, et qu'il y a beaucoup de personnes qui gagneraient à renouer avec ce qui était leur fonction initiale d'enseignant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je préconise, et c'est ça qui me rend optimiste quant aux thèses que je défends dans mon livre, c'est que ça n'a jamais été fait ces 50 dernières années, c'est de mettre en œuvre un spoil system à la française, c'est-à-dire qu'il y ait des rotations stratégiques à tous les postes clés du ministère, à rebours de la tendance actuelle, qui fait qu'on a des bureaucrates inamovibles qui, peu importe le verdict des urnes, peu importe les besoins de l'école, peu importe les désirs de la population française, restent au même poste. Je cite cette directrice, je crois dans l'Académie de Lyon, Anne Bizani-Faure, qui en est à son 9e ministre consécutif depuis 2016.
Je ne dis pas que les hauts fonctionnaires doivent être caporalisés, mais il faut quand même qu'il y ait une adéquation minimale entre la ligne fixée par le politique et les hauts fonctionnaires qui sont chargés de mettre en application cette même ligne sur le terrain. Donc il faut changer. Je ne sais pas qui arrivera au pouvoir en 2027, mais s'il y a une alternance politique dans ce pays, alors il faudra immédiatement changer la quasi-totalité des recteurs, tous les directeurs d'administration, en particulier le DGESCO, le secrétaire général du ministère, le DGRH. Ça, encore une fois, ça n'a jamais été impulsé. Ou alors, ça a été à une petite échelle. Et on a eu des résultats, parfois. Prenez Souada Yada, par exemple, elle a fait un travail exceptionnel sous Jean-Michel Blanquer dans un contexte extrêmement difficile pour remettre de l'exigence intellectuelle dans les programmes scolaires, notamment au lycée. Elle a fait tout ce qu'elle a pu avec le peu de moyens et toutes les résistances auxquelles elle s'est confrontée. Donc ça montre que quand il y a une volonté politique, on peut avoir des résultats. Et le troisième point, c'est de faire appliquer quelque chose qui est au cœur du code de la fonction publique, du code de l'éducation, qui est le devoir de neutralité, le devoir de loyauté des fonctionnaires. Aujourd'hui, lorsque des syndicalistes, des fonctionnaires prônent la désobéissance, édulcorent les réformes, voire refusent purement et simplement de les mettre en œuvre, l'impunité prévaut. Je pense qu'il doit y avoir des convocations, il doit y avoir des sanctions, il doit y avoir dans les cas les plus graves des radiations. Or ça n'a jamais lieu. Et j'expose ça avec passion, mais ça me tient vraiment à cœur, parce que je pense que le principal ennemi que nous avons, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas la bureaucratie, c'est le temps lui-même. En réalité, chaque année qu'on perd produit des conséquences irréversibles, tant pour la nation que pour la civilisation, que pour la jeunesse elle-même. On est en train de détruire la jeunesse française sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique, sur le plan physique. Même quand on voit le scandale de la protection de l'enfance, toutes les affaires d'abus qui se multiplient. Et encore une fois, on n'a pas de jeunesse de substitution, on n'a pas de nation de substitution, on n'a pas de civilisation de substitution. Donc oui, je considère qu'il est extrêmement tard, qu'il est très tard, mais qu'il n'est pas trop tard et qu'on peut encore s'en sortir, comme l'ont fait un certain nombre de pays autour de nous, dont les systèmes éducatifs étaient en déliquescence et qui, en quelques années, avec des politiques de rupture, ont obtenu des résultats. Je pense à l'Angleterre, par exemple, qui aujourd'hui truste les premières positions à Pearls, à Teams. Je pense aux États-Unis qui ont fait des réformes éducatives extrêmement courageuses après les années Reagan. L'État du Mississippi, par exemple, aux États-Unis, qui était en 49e position nationale en lecture en primaire il y a 10 ans, qui aujourd'hui est en 7e position. Je pense au rebond éducatif également qu'a connu le Portugal dans les années 2000, au rebond éducatif qu'a connu la Pologne. Donc ça montre qu'avec de la volonté, avec de la méthode, avec du courage, on peut avoir des résultats. Est-ce que cette volonté est à l'horizon aujourd'hui ? Je ne sais pas. En tout cas, à mon échelle, je ferai tout pour qu'elle se manifeste un jour. Je pense que nous serons d'accord sur ce point. Je trépigne. Et je retrouve le même sentiment que quand je vous lisais, quand j'ai lu votre livre. Votre volontarisme, votre désir de participer au relèvement est très, évidemment, est très sympathique et très touchant. Et en même temps, je le crois malheureusement assez utopique. J'aimerais que vous ayez raison, mais c'est pas parce qu'on l'a pas vraiment fait ces derniers temps qu'on pourrait le réussir maintenant. Pourquoi ? Parce que la France est un pays particulièrement politique et elle a surinvesti idéologiquement la question scolaire. Et c'est ça qui rend le sujet si compliqué. Je raconte toujours une anecdote parce que j'ai eu une révélation ce jour-là, donc je vais vous la raconter. Allons-y. C'était à l'époque de Najat Vallaud-Belkacem comme ministre. Grande époque. Grande époque. Et j'étais invitée à déjeuner à l'ambassade britannique. Il y avait Lord Nash, qui était le ministre des écoles britanniques, conservateur, et puis le cabinet de Najat Vallaud-Belkacem et François Weil, qui à l'époque était recteur de Paris. Et donc, le ministre britannique de l'époque dit « Écoutez, on a à peu près le même classement PISA, on a à peu près les mêmes problèmes, on va vous parler de notre réforme parce qu'elle marche très bien, on en est très content. » Et là, il commence à présenter très rapidement la réforme des Free Schools et Academies. Et là, François Weil le coupe et dit « Écoutez, ça ne nous intéresse pas du tout. Parce qu'en France, la question éducative est régie d'abord par des considérations idéologiques. Alors que ça fonctionne ou pas, c'est secondaire. » Ça dit tout de la culture... Ah, je dois dire que là, alors la tête vous imaginez la tête du ministre britannique. Donc, pourquoi je raconte ça ? Je raconte ça parce qu'en fait, ce que vous dites marcherait si on avait une approche pragmatique, si on n'avait pas une approche suridéologisée de la question éducative. Mais en France, on crève de l'idéologie, on crève de la surpolitisation de certains secteurs. Donc, une politique de rupture...
Oui, certes, mais il faudrait qu'on arrive à laver nos cerveaux collectivement de tout ça. Ou à changer de technostructure et de classe politique, parce que moi, je ne raisonne encore une fois pas du tout à cadre constant. Vous avez vu les personnalités que vous avez citées, Najat Belkacem, François Weil, évidemment, vous ne pouvez rien faire avec une telle élite, mais je crois comme Vilfredo Pareto que l'histoire est un cimetière d'élite et que la France gagnerait demain à avoir une nouvelle élite renouvelée, profondément patriote, républicaine, désireuse de défendre à nouveau l'exigence intellectuelle. Et je pense, et c'est pour ça encore une fois que je suis optimiste, que vous avez dans le pays un consensus démocratique chez 70 à 75% des Français pour aller dans un sens plutôt pragmatique, conforme à ce que vous et moi défendons comme finalité de l'école. Évidemment que si on raisonne avec les personnalités qui se sont succédées au pouvoir ces 30 dernières années, on n'ira pas très loin. Mais je me résous pas à ça. Je ne suis pas sûre qu'en France, on soit capable, politiquement parlant, on a été capable de grandes radicalités dans le passé. On est même, j'ai envie de dire, la matrice de la radicalité dans le monde entier, avec la Révolution française. Ça, c'est certain. Donc, parfois, on voit que la France est incapable de réformisme, incapable de réformes paisibles. Et puis, quand vraiment elle touche le fond, alors elle fait des réformes massives et brutales. Alors, peut-être c'est ce qui va se passer. Mais bon, il faudrait un système de spoil system, il faudrait faire une extinction d'un certain nombre de corps complets de l'éducation nationale pour se débarrasser de gens qui sont là pour perpétrer, sauf exception, un système qui nous a amené à la catastrophe dans laquelle on est. Donc c'est quelque chose de très brutal. Vraiment très très brutal. Oui, je suis d'accord. Et forcément, en France, chacun connaît telle ou telle personne, le beau-frère, le cousin, etc., qui fait partie des gens qui vont être concernés par ce renouvellement des élites. Donc ça veut tout dire le monde que n'a pas un bureaucrate dans sa famille. Oh, si, en France, tout le monde a un bureaucrate dans sa famille, justement, c'est toute la question. Comparé à d'autres pays beaucoup plus libéraux. Donc ça veut dire que c'est un choc politique. Il faut vraiment avoir un sacré président de la République pour qu'il ose faire une chose pareille, qui va mettre le pays vraiment sans dessus dessous. Donc moi, je suis pour une approche qui me semble plus réaliste, qui vous fait peut-être moins rêver et qui déclenche moins votre lyrisme chevènementiste, mais qui me paraît plus réaliste. Et ça passe par le volontarisme peut-être, mais surtout par le côté volontaire, facultatif. C'est-à-dire que si au lieu de partir d'en haut, on part d'en bas, on part des établissements, on fait un petit changement de gouvernance, parce que si on ne change pas de gouvernance, ça ne va pas être génial. Et on dit aux établissements, vous avez la possibilité de reprendre votre liberté et de gérer un certain nombre de choses différemment. Aujourd'hui, on a des programmes qui sont énormes, qui partent dans tous les sens, qui traitent de tout, qui hiérarchisent rien, qui sont vraiment le reflet de toute une série de lobbies, de clientélisme divers. Ça ressemble plus à rien. On ne peut pas travailler avec des programmes pareils. Donc, il faut des programmes extraordinairement simples, comme en 1882, ça se tenait en quelques pages, c'était réglé, et à partir de là, ça laissait tout un espace de liberté pour les professeurs. Aujourd'hui, on a une infantilisation des professeurs, une prolétarisation du corps, aussi parce qu'ils se sont transformés en exécutifs. On leur dit de faire tel thème, à tel moment, avec tel axe, de telle manière, de noter comme ça. Enfin, je veux dire, quel homme libre va supporter ça? Donc, en fait, il reste que des gens qui n'ont plus l'énergie d'aller ailleurs, ou qui sont ultra passionnés et qui arrivent à résister, ils sont très très rares. Oui, donc on est en train de dégoûter une génération de professeurs. Voilà, donc il me semble que si on en arrive à une solution où on met un programme minimal, mais qui doit être absolument respecté, avec des standards, des évaluations nationales, c'est très important que ce soit pluriel. Il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'une, sinon ça conduit à une standardisation qui est très pauvre. Donc il faut que les professeurs, les écoles, différentes personnes puissent créer des standards et après... ça va se dégager à peu près naturellement. Il y aura quelques standards qui seront à peu près utilisés par tous, puis d'autres qui seront moins utilisés. Ça évite aussi d'avoir une standardisation vers le bas, comme on a eu avec toutes ces évaluations nationales toutes ces dernières années. Donc si on a à la fois des programmes, des évaluations assez claires, les écoles peuvent prendre leur liberté. Et ça veut dire quoi? Elles peuvent dire, voilà, on va s'organiser de telle manière, on va mettre en œuvre, à partir de ce socle commun très minimal qui est le programme, tel projet éducatif plus développé. On va recruter des professeurs par rapport à ce projet, et c'est là que ça change tout, parce qu'aujourd'hui, on n'a que des gens qui sont des malgré nous, comme on disait en Alsace, qui sont là un peu entre deux mutations, en attendant de partir. Bon. Et donc, à partir du moment où on a ces unités, que sont les établissements, qui peuvent mettre en œuvre un programme sous la direction d'une personne qui en est le garant,
qui recrute des professeurs qui sont volontaires, avec des parents qui viennent et des familles qui viennent parce qu'elles sont intéressées par ce programme et qui sont tenues à une transparence avec des évaluations qui sont publiques, je pense que ça peut tirer franchement le pays vers le haut d'une manière qui me semble beaucoup plus réaliste et pragmatique que la vieille tradition top-down très jacobine, auquel la bonne énarque que je suis a été formée. C'est sûr que je n'ai pas été formée au girondisme, j'ai été formée au jacobinisme le plus fou. Mais je pense que si on veut s'en sortir, alors qu'on a tant de problèmes au niveau des ressources humaines, tant de problèmes de volonté politique, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver, la personne qu'on attend tous les deux, qui aura le courage de vraiment prendre le sujet à bras-le-corps. Mais en attendant, on ne peut plus perdre une année de plus. Je reviens sur ça. Mais le système tel que vous le décrivez porterait ses fruits dans un temps quand même moyennement, moyen à long terme. C'est très rapide quand vous voyez comment ça s'est passé à l'étranger. Ça va vraiment très très vite. Parce qu'en fait, dès qu'une école prend la liberté, elle fait des jaloux à côté. Parce que quand vous pouvez recruter, gérer votre budget, adapter votre programme, etc., les écoles d'à côté ne restent pas longtemps dans le stade classique de l'école publique. Je ne sais pas à quel pays vous pensez, mais on va pas, donc la conversation touche à sa fin. Donc je ne vais pas répondre sur chaque point relatif au libéralisme scolaire, mais le libéralisme scolaire, il a été aussi mis en œuvre dans des pays qui connaissent des trajectoires éducatives de déclin. Je pense par exemple à la Suède. On donne toujours cet exemple, mais je peux vous rétorquer très précisément. Non, mais vous allez me dire que c'est l'immigration. Non. Non. Bon, en tout cas, le fait est que la Suède, où on a mis en œuvre le chèque éducation et d'autres, connaît un déclin dans les classements PISA, moins 44 points. C'est exactement la même trajectoire éducative que la France, alors qu'à l'inverse, on voit bien que les pays qui trustent les principales positions dans tous ces classements, ce sont des pays extrêmement étatisés, avec des programmes nationaux. Je pense à Taïwan, je pense à la Chine, je pense à Singapour, je pense au Japon. Malheureusement, là. Et tout ça, ça n'a rien à voir, mais ça montre que le principal sujet, c'est moins les structures que la manière dont on conçoit les finalités de l'éducation, que la manière dont on traite, dont on forme les professeurs, que la manière dont on perçoit l'importance de l'autorité au cœur du pacte éducatif. Et pardonnez-moi, mais quand le Titanic, c'est une image que j'aime prendre, mais quand le Titanic fonce vers l'iceberg, on ne demande pas à chacun d'affréter son canot de sauvetage, on change le cap du bateau. On fait pas nécessairement demi-tour, parce qu'il ne s'agit pas de reconstruire l'école du XXe siècle. Moi, je veux construire l'école du XXIe siècle. Je suis comme vous, il ne s'agit pas d'être caricaturalement réactionnaire, mais il s'agit de prendre une autre voie et de montrer qu'il n'y a pas de fatalité à perpétuer les mauvais choix qui ont été faits ces dernières décennies. Je vous laisse un petit mot de la fin, respectivement, 1 ou 2 minutes, et puis on clôturera sur ça. Donc je commence avec vous, Anne, et puis Joachim, on terminera avec votre mot. Alors j'ai un petit regret, c'est qu'on n'ait pas pu parler des finalités, parce que c'est vrai que c'est la part manquante dans tout le débat éducatif. Je vous rejoins vraiment intégralement là-dessus. Tant qu'on n'aura pas un pacte national pour dire quelles sont les finalités de l'école, on continuera à tourner en rond sur les moyens comme on fait aujourd'hui. Ça, c'est certain. Et ensuite, sur les modalités, pour reprendre votre image du Titanic et de l'iceberg, je pense que ce n'est pas une bonne image, en ce sens que le Titanic, quand il est face à l'iceberg, il faut évidemment contourner l'iceberg. Bon, sauf que l'air est tel qu'il ne peut plus. Et ce qui est particulier en matière d'éducation, c'est qu'en fait, il faut essayer des choses très différentes. Et il faut s'adapter à des besoins et des aspirations et des capacités et des circonstances très différentes. Si on revient à l'échelle individuelle, l'éducation, c'est l'art de l'observation. Il n'y a pas une seule éducation possible et à chaque fois, il faut l'adapter à chaque enfant. Donc, de la même manière, ça me paraît suicidaire de dire on va reprendre la main et on va faire un projet fort et avec ça, on va sortir le Titanic de son sillage suicidaire pour le sauver. Je pense qu'il faut avoir l'humilité et le réalisme au regard de la situation très particulière qu'on a dans l'histoire, parce que là, on est quand même dans une révolution qui me paraît encore plus importante que celle de Gutenberg, donc qui est absolument colossale. Donc il me semble qu'il faut avoir l'humilité de se dire qu'il faut essayer des voies différentes. Et donc ça passe quand même par un véritable pluralisme scolaire. Pas besoin d'être libéral pour ça. C'est par pragmatisme que je pense qu'il faut passer par le libéralisme scolaire. Sachant que moi, je suis un pur produit d'école publique de A à Z. J'ai jamais mis les pieds dans le privé. Donc mon sujet, c'est pas de dire ouais, tout pour le privé. Pas du tout, ça ne m'intéresse pas.
Et je pense que ce Moi, à débat l'inverse, public... je veux pas tout pour le public. Oui, mais ça D'ailleurs, m'intéresse. j'ai fait ma scolarité dans le privé, parce que j'ai grandi Bon, dans voilà. l'ouest de la France, et comme tous les jeunes... Donc ça ne Joachim. m'intéresse pas. Je pense que cette question publique-privée, elle est dépassée. Simplement, il faut faire bien attention de tenir compte des circonstances présentes pour trouver la bonne voie de réforme, qui ne peut pas être la même qu'il y a 20 ans. Allez-y, Joachim. Le mot de la fin sera très rapide. L'école a fait la France. Le fait est qu'elle est en train de la défaire aujourd'hui. Et comme je l'ai écrit dans mon livre en citant le général de Gaulle, il n'y a pas de fatalité historique, sauf pour les lâches. Il n'y a pas de fatalité à l'effondrement éducatif qu'on est en train de vivre. Celui-ci est la conséquence de mauvaises décisions qui ont été prises ces décennies. On n'est pas tenu de continuer sur une voie qui a échoué indéfiniment, d'autant plus qu'on a encore une fois le peuple français avec nous sur ce sujet. Voilà pourquoi je reste fondamentalement optimiste. Optimisme de la volonté, pessimisme de l'intelligence, disait Gramsci, mais je pense qu'il y a des moments où il faut quand même tenir, même si c'est difficile. Et évidemment, je suis lucide, comme vous l'êtes d'ailleurs, sur la difficulté de mettre en œuvre les programmes de rupture, hein, que ce soit le vôtre ou le mien. Dans tous les cas, ça ne sera pas une partie de plaisir. Il faudra une volonté politique à toute épreuve, il faudra du rapport de force, mais de toute manière, qu'est-ce que vous faites dans la vie sans rapport de force? Ça vaut sur l'école et ça vaut sur les autres sujets qui concernent le politique aujourd'hui, sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'économie. Il faut une volonté de reprendre la main face au cours des choses. Bien, je vous remercie. Je rappelle que donc, Joachim, vous avez écrit Main basse sur l'éducation. Donc encore merci pour être... Éducation nationale. Main basse sur l'éducation nationale. Je remontre bien Enquête sur un suicide assisté aux éditions du CERF. Et puis Anne, vous avez écrit récemment le guide indispensable pour créer son école. Je suis pragmatique. Pragmatique. On voit bien qu'il y a deux visions opposées. J'espère ne pas être idéologue. je suis parti des circonstances. Après, on n'est pas d'accord sur sur ce les... débat. Merci beaucoup. Et puis pour la nouvelle revue politique, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau débat.